on s'engager dans la deuxième table ronde, donc qui porte sur les questions de circularité et de mobilité. Donc, ce qui intéresse aux questions de flux, et qui dit port dit bien sûr interface, changement, rupture de charge, composition, recomposition. Donc la question des échelles va être un peu le fil directeur de cette table ronde, où on va mettre en regard la question de la métropole, du fonctionnement métropolitain et du fonctionnement portuaire, les deux ayant leurs horizons, leur logique, éventuellement même leur diplomatie, et d'essayer de voir comment est-ce que les deux s'imbriquent, comment est-ce que ces deux logiques peuvent converger. Alors, comme pour la première table ronde, on avait l'idée d'avoir un apport, hein, c'était cette idée, donc un regard un peu décalé, différent, et on a pensé à la région Île-de-France et à l'axe Seine, très rapidement, parce qu'il y a un renouveau du fluvial sur l'axe Seine, qui est une demande à la fois du côté portuaire, du grand import, avec la volonté d'un basculement modal vers le fluvial et vers le ferroviaire d'un côté, et à l'échelle locale, on a également un intérêt et un soutien fort et le développement du dernier kilomètre qui peut s'appuyer sur le fluvial. Donc c'est un premier rapprochement possible. Et le deuxième, on a évoqué la question touristique et Paris, et la région parisienne de la même manière pour la croisière fluviale en lien avec la grande croisière maritime, et les bateaux promenades sont aussi des points communs. Alors le regard essai, donc je vais inviter Danny Nguyen Long, qui est directeur du département mobilité à l'Institut Paris Région, qui est l'Institut d'urbanisme et d'aménagement pour l'Île-de-France, va nous présenter justement les enjeux portuaires de Paris, notamment autour de Gennevilliers, mais pas uniquement, dans les articulations d'échelle, des grands corridors, presque de transport européen, des corridors européens jusqu'à l'échelle locale, avec cette déclinaison qui pourrait aussi servir peut-être de fil directeur d'inspiration pour l'aménagement de l'espace strasbourgeois. Dany, je te passe la parole. Merci Antoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc l'Institut Paris Région, c'est l'agence d'urbanisme et en environnement de la région Île-de-France, c'est l'équivalent de l'ADEUS. Et donc je vous propose, je vous invite à faire un grand pas de côté pour donc côté région Île-de-France. Voilà, donc je ne pouvais pas déjà ne pas faire un très rapide comparatif entre les deux régions, donc région Île-de-France et le Grand Est. La région Grand Est est quasiment 5 fois plus grande que l'Île-de-France. Il y a 2 fois moins d'emplois, 2 fois moins de population, 3 fois moins d'emplois. La richesse nationale, elle contribue à 7% de la richesse nationale contre 31% de l'Île-de-France, et elle est deuxième au rang industriel, hein, la région Grand Est. On reparlera de la réindustrialisation après. J'ai 12 slides en tout. Alors, avant de parler du fluvial, donc quelques mots sur le transport routier de marchandises. Donc vous voyez là en haut les 2 ports maritimes qui sont des points d'entrée des marchandises, 2 principaux points d'entrée des marchandises en Île-de-France. Donc Paris avec la limite en rouge, et donc 2 tiers des plateformes logistiques en Île-de-France sont situées en grande périphérie, côté Seine-et-Marne, Essonne, ce sont les étoiles jaunes. Et donc, vous avez des flux depuis Le Havre, donc, qui se font essentiellement en mode routier. Donc, vous voyez qui se font essentiellement en mode routier et qui arrivent jusqu'aux plateformes logistiques situées en grande couronne. Ensuite, ces marchandises repartent dans l'autre sens pour desservir les établissements, les entreprises, les commerces de l'Ouest francilien. Donc vous voyez là des flux parasites, il y en a au moins un des 2 qui est parasite, et qui crée de la congestion routière. De même, depuis Anvers, vous avez ces flux aussi donc en violet qui vont se diriger vers ces plateformes et ensuite repartir également dans l'autre sens vers l'Ouest francilien. Et donc l'idée, c'est quand même aujourd'hui, et ça fait quand même des années qu'on en parle, c'est de faire
plutôt d'essayer de faire de l'axe Seine, en fait, la porte d'entrée des marchandises en Île-de-France. Donc côté Seine-Aval, plutôt que de faire aujourd'hui de ces plateformes la porte d'entrée. Alors pour le transport ferroviaire, alors ça on sait depuis longtemps que c'est plutôt en déclin, hein, le transport de marchandises par mode ferroviaire, déclin continu depuis une trentaine d'années. On est passé de près de 30% en 90 à 9% en 2017, donc à l'échelle nationale. Pour des raisons que l'on connaît, hein, la priorité sur les sillons est donnée au trafic voyageurs. Et donc, il y a peu de sillons disponibles. Il y a peu de sillons disponibles pour le fret. Et également, le contexte de désindustrialisation à l'échelle nationale. Hein. Néanmoins, il y a quand même une volonté par exemple, de maintenir le transport combiné, sur Gennevilliers, par exemple. Après, à très long terme, il y a peut-être un potentiel de nouveaux sillons qui seraient ouverts par la ligne nouvelle Paris-Normandie. Donc c'est du long terme. Sachant que le transport ferroviaire de marchandises n'est pas, son échec n'est pas forcément une fatalité, puisque ça marche très bien en Allemagne, on pourrait en reparler. Donc on arrive maintenant sur le fluvial, hein, et directement sur le territoire de l'axe Seine-Aval, donc entre Paris et Le Havre. Donc ce schéma vous montre donc les deux points d'entrée principaux là également, donc Le Havre et Anvers. Il y a environ 60 millions de tonnes de marchandises en flux entrant, flux sortant, provenant donc de ces deux ports maritimes. Et vous voyez que depuis Le Havre, on a plutôt une multimodalité des flux, avec 11% de fluvial, 4% de ferroviaire, mais une majorité de marchandises qui sont transportées par poids lourds via donc l'A13. Depuis Anvers, c'est quasiment 100% de trafic poids lourd qui vont ensuite se diriger vers Paris ou proviennent de Paris. Donc il y a clairement un déficit de massification de marchandises par le fluvial et le ferré. Et donc il y a peut-être cette articulation à trouver entre un projet de réindustrialisation de l'axe Seine. Je vous rappelle que la part des emplois industriels dans la vallée de la Seine est passée de 18% à 9% en 30 ans. Hein. Et donc, c'est cette articulation entre fret et logistique et projet de réindustrialisation. Et donc, l'axe Seine, hein, c'est aujourd'hui reconnu comme un espace stratégique pour la réindustrialisation. Donc, ça c'est reconnu au niveau national. Et ça fait bien quand même quelques années qu'on en parle. Alors, plus précisément, sur l'axe Seine, vous avez tout un chapelet de ports, donc avec quelques ports principaux que sont Gennevilliers, Limay. Et clairement, déjà, ce graphique vous montre qu'il y a des déséquilibres entre chargement et déchargement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que les ports sont davantage des ports d'importation que d'exportation. Donc, il y a peut-être un enjeu autour effectivement de la réindustrialisation de l'axe Seine pour pouvoir exporter davantage au départ de ces ports. Mais ça peut être aussi le fait que le transport routier est prépondérant au départ de ces ports. Et donc, donc le transport de marchandises par le fleuve n'est visiblement pas parvenu à s'imposer. Donc on connaît les raisons. Hein. Depuis Le Havre, il y a cette absence de liaison directe entre la mer et le fleuve. Donc il y a ce projet de la chatière là, à Port-de-Mille pour les conteneurs. On sait qu'il y a des ruptures de charge. Il y a une taxe, la fameuse THC, qui est plus élevée que par rapport aux autres modes. Néanmoins, il y a des opportunités pour le trafic fluvial sur la Seine.
Donc aujourd'hui, il est particulièrement adapté au transport de vrac, hein, donc céréales, sable, granulats, etc., ciment. Mais il pourrait trouver effectivement deux relais de croissance, deux nouveaux marchés. Donc Antoine l'a cité, il y a la logistique du dernier kilomètre, la logistique urbaine, et puis le trafic de conteneurs. Le trafic de conteneurs. Et donc, tout un. Alors, effectivement, la stratégie possible serait de développer des petits ports urbains, hein, sur le chapelet, là, je vous disais, de ports urbains, de les diversifier un petit peu vers la logistique urbaine pour mailler un petit peu le territoire, et puis les grands ports plutôt dédiés au trafic de conteneurs, excepté peut-être Gennevilliers qui est aujourd'hui un petit peu multifonction, il fait aussi de la logistique urbaine. Enfin, il a une ambition de faire davantage de logistique urbaine. Alors effectivement, la possibilité du fleuve, c'est quand même bien beau, très beau sur le papier, mais c'est pas facile à mettre en œuvre. Quand on pense par exemple à la destination Paris, depuis ces ports, le gros problème, c'est quand même la lenteur des péniches, hein. Il y a quand même près de 25 km à parcourir pour aller jusqu'au centre de Paris depuis Gennevilliers, par exemple. Il y a des ruptures de charge, il y a une écluse à passer. Et puis éventuellement de temps en temps des crues aléatoires. Bon, tout ça fait que c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors il y a quand même un contre-exemple qui fonctionne très bien, c'est celui de Franprix. Franprix, hein, qui livre des magasins à Paris et qui, par convoi fluvial, il y a tous les jours des péniches qui font Bonneuil-sur-Marne, Paris Centre, le port de la Bourdonnais. Et donc ensuite, une flotte de camions vient récupérer les conteneurs, des camions, des VUL électriques. Mais c'est sûr qu'il y a une absence il n'y a pas vraiment de modèle économique aujourd'hui pour cette logistique urbaine fluviale. Alors à Gennevilliers, aujourd'hui, c'est 117 000 EVP, c'est-à-dire conteneurs qui transitent par le fleuve. C'est à peu près 30%. Et on voit là qu'il y a effectivement une marge de manœuvre encore, puisque le reste, c'est essentiellement du poids lourd. Et donc le trafic fluvial est effectivement amené à croître dans les prochaines années. Ce sont toutes les ambitions de VNF. Avec des projets à Gennevilliers de création de nouveaux quais, d'adaptation des quais, voire des fonds de DARS. Donc tout ça est à l'étude actuellement. Alors, donc vous voyez là sur cette carte tout le réseau portuaire francilien sur l'axe Seine. Aval, avec, on a distingué 3 sites à enjeu, donc des secteurs à enjeu national, donc Gennevilliers, Limay, Achères, donc le futur port métropole Seine-Ouest, Trappes et Flins. On a ensuite des sites plutôt à enjeu régional, à préserver pour de la logistique industrielle. Et puis en troisième catégorie, des sites plutôt bord à voie d'eau à enjeu local, dédiés plutôt à de la logistique fluviale, urbaine. Et donc l'idée, c'est quand même d'offrir aux clients des solutions, aux chargeurs, des solutions logistiques de bout à bout, donc depuis Le Havre jusqu'au dernier kilomètre. Et puis également d'y intégrer les ports urbains pour de la logistique fluviale. Mais il faut également préserver évidemment les trafics de vrac traditionnels, parce que c'est le marché traditionnel, sachant que, comme je vous l'ai dit, la logistique urbaine fluviale, elle est pour l'instant essentiellement expérimentale.
Alors, autre grand sujet, d'autres grandes tendances aujourd'hui à l'étude, c'est évidemment le verdissement, j'allais dire, des ports verts. Hein, ça fait longtemps qu'on en parle. La communauté européenne s'en est beaucoup emparée. Elle lance des appels à projets pour mener des expérimentations grandeur nature, des démonstrateurs. Donc verdir un port vert, ça consiste en fait à mettre en place toutes les politiques RSE, essayer de basculer vers des carburants alternatifs, pas seulement pour les poids lourds, mais également pour les péniches. Donc évidemment encourager le transport fluvial qui est neutre en émissions de carbone. Essayer de montrer la faisabilité de production intégrée d'énergie à faible émission, donc dans un port, donc électricité, hydrogène vert, gaz propre, biocarburant, etc. Donc il faut finalement couvrir toute la socio-économie. Hein. Ce n'est pas seulement un bâtiment symbolique à verdir dans un port, même si on a l'exemple très intéressant du projet Green Dock à Gennevilliers. Alors on parlait tout à l'heure de la densification des immeubles logistiques lorsque le foncier est rare. Effectivement, donc ce projet Green Dock de la société Goodman, c'est une plateforme logistique de 4 étages, d'accord, directement avec accès direct à la Seine, et qui comporte sur son toit une ferme urbaine, une centrale photovoltaïque. Donc voilà, donc c'est ça, effectivement, le verdissement des ports, ça permet quelque part de mieux vendre l'intérêt des ports fluviaux en milieu urbain, de les vendre entre guillemets aux acteurs privés, aux collectivités locales, de combattre également le phénomème NIMBY. Hein, on en parlait, on l'évoquait à la première table ronde, qui touche les ports comme les sites logistiques. Hein. Voilà, donc on dit que le Strasbourg est le deuxième port fluvial, donc il y a forcément un premier, donc c'est le port de Gennevilliers. Quelques chiffres de comparaison. En fait, on se rend compte, hein, vous voyez, au niveau du transport de conteneurs par an, qu'on est sur les mêmes ordres de grandeur, également sur le fluvial. Donc Gennevilliers n'a rien à envier au trafic de conteneurs Strasbourg n'a rien à envier à Gennevilliers au trafic de conteneurs. Alors il manquait un petit chiffre, là j'ai mis un point d'interrogation, mais en gros ce que nous disent les acteurs du port de Gennevilliers, c'est que ce port permet d'approvisionner près de 13% des marchandises d'Île-de-France. Alors pour le Grand Est, si vous avez ce chiffre, je suis preneur, au moins pour la métropole de Strasbourg. Les deux ports sont trimodaux, hein, route, fer, fleuve. Et on évoquait le tourisme. Alors ça, je ne connais pas, je ne pourrais pas en parler, mais il est quasiment inexistant au niveau du port de Gennevilliers, et il est plutôt actif, comme cela a été évoqué à la première table ronde à Strasbourg. Alors, c'est vrai que le port de Strasbourg, il est sans doute plus intégré à la ville que l'est le port de Gennevilliers, de par un peu sa position sur le territoire. Gennevilliers était quand même à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau de Paris. Donc clairement, le port de Juillet, c'est pas un lieu de vie. Je veux dire, leur stratégie, c'est essentiellement d'être un hub de redistribution multimodale. Je veux dire, à chaque jour suffit sa peine. S'ils arrivent déjà à développer la trimodalité, c'est quand même l'ambition principale. Et puis, mais quand même, il y a, ce que j'entends à Gennevilliers, c'est quand même une volonté quand même au moins de verdir, évidemment, d'une insertion paysagère, et notamment au niveau de l'entrée du port. Alors, en résumé, il y a les trois enjeux principaux qui sont liés au port de l'Axe Seine. Donc, c'est d'abord accompagner la multimodalité sur l'Axe Seine qui contribuera à la réindustrialisation. Deuxièmement, c'est de faire de ce réseau portuaire
la principale porte d'entrée des marchandises en Île-de-France. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant, qu'on va peut-être essayer de mettre en avant dans la révision du schéma directeur. Hein, c'est se planifie à l'échelle régionale. Donc, le prochain schéma directeur régional Île-de-France devrait pouvoir le mettre en avant. Et puis, évidemment, le verdissement des ports, je répète. Bon, écoutez, c'est quand même 3 enjeux qu'on retrouve un petit peu aussi au niveau du port de Strasbourg. Donc, c'est un peu bateau, si je puis dire. Mais si on passe à la dernière slide, si on essaie de passer un petit peu aux actions, donc, il y aurait d'abord effectivement une meilleure articulation entre projets de réindustrialisation de la vallée de la Seine et le développement du fret via des plateformes bimodales, voire trimodales. Donc, l'idée, hein, le défi, c'est de renforcer cette position de la vallée de la Seine comme une place maritime de rang international. Donc les conditions de la reconquête du trafic de conteneurs qui est aujourd'hui essentiellement capté par les ports étrangers de la façade nord, hein, Anvers, Rotterdam. Donc comment essayer de les récupérer, hein, enfin une partie. Donc ça passe par la massification des flux par les modes fluviaux et ferroviaires. Et qui nécessite une intégration, une meilleure intégration, enfin, ou collaboration entre les Aropa, donc qui est la fusion des 3 ports, Rouen, Le Havre, Paris, une intégration avec les opérateurs, donc VNF Réseau, les acteurs économiques, les collectivités territoriales. Et également, l'idée, c'est aussi d'élargir l'interland, c'est-à-dire l'interland des ports, le port du Havre, et favoriser le report modal vers le fleuve. Ensuite, deuxième grand enjeu, ou action, c'est d'organiser donc le phasage de la réalisation des grands projets des ports urbains. Donc, on parlait de Genneviers, Achères, mais et en même temps de développer cette activité de logistique urbaine fluviale au niveau de tout ce chapelet de ports urbains, donc avec des enjeux un peu plus locaux. Et donc, ce qui suppose de rééquilibrer l'offre logistique au niveau des ports urbains et de connecter ces nouveaux espaces logistiques aux infrastructures fluviales et ferroviaires. Le troisième enjeu, on en a parlé, c'est le foncier, donc qui est extrêmement rare, hein, aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de créer des zones logistiques le long de la Seine qui servent non seulement de lieu de stockage, mais aussi de lieu de transformation de produits à valeur ajoutée. Et donc, c'est de mailler. L'idée, c'est de mailler ces entrepôts en lien avec les besoins des opérateurs et des chargeurs. Ensuite, quatrième orientation ou piste d'action, c'est cette transformation écologique et énergétique des ports fluviaux. Donc, il y aurait peut-être cette certification écoport, donc à l'échelle européenne à viser pour les ports, qui est essentiellement aujourd'hui un label des ports maritimes, mais qui peut aussi être visé pour les ports fluviaux. Et puis enfin, donc on n'a peut-être pas parlé, mais c'est sous-jacent dans tous nos échanges, et ça c'est rappelé dans tous les rapports récents sur le fret et la logistique, c'est l'optimisation du fret et la logistique par le numérique. Par le numérique, tous les rapports en parlent, l'optimisation du taux de remplissage des poids lourds, mais pas seulement des poids lourds, des péniches, des barges, des trains. C'est la prise en compte... c'est de créer un écosystème numérique pour tous les acteurs, les chargeurs, les logisticiens, les transporteurs, pour mieux connaître en temps réel la disponibilité du foncier, le trafic de chacun des modes, etc.
Donc, alors soit une plateforme, on peut imaginer une plateforme, un portail d'accès, hein, ça peut être, mais il faut aussi, si ce sont des plateformes un petit peu séparées, qu'il y ait une interopérabilité entre ces plateformes numériques. Évidemment, l'optimisation du trafic routier. Donc là, on parlait de améliorer l'accessibilité routière. Donc par la meilleure connaissance des flux routiers en temps réel, les données, on parle des données, ça fait longtemps qu'on parle des données de floating car data, et puis l'arrivée de la 5G qui peut aider à tout cela. Donc je terminerai en disant qu'il y a un observatoire régional fret et logistique qui est en cours de création par l'État et la région en Île-de-France, avec l'appui de l'Institut Paris Région. Donc cet observatoire devait être créé en fin d'année, donc un peu sur le modèle d'ailleurs de l'observatoire régional du Grand Est, qui est un bon modèle. Et puis la prise en compte de l'axe Seine, comme je vous disais, dans le SDRIF, sans doute, qui aura donc toute sa place. Et puis également un plan fret régional, qui est en cours d'élaboration par la région Île-de-France. Merci beaucoup pour cet exposé. Je vais donc appeler les différents intervenants de la deuxième table ronde à venir me rejoindre. Donc, Madame Catherine Trottmann, entre autres fonctions, mais je la présente aujourd'hui surtout comme coordinatrice d'un réseau de transport, mer du Nord, mer Baltique. Jean-Claude Buffin, que j'ai vu dans l'interview, mais que je salue, qui est adjoint au maire à notre activité à Saverne, notamment sur les questions touristiques. On va essayer de balancer le tourisme et les questions de fret. Claire Merlin, qui est nouvelle directrice du port de Strasbourg. Je ne sais pas si on dit passe maintenant ou si on dit port au pluriel. Mais c'est un point intéressant sur lequel j'aimerais revenir aussi. Céline Oresser, qui était passée de la métropole et qui maintenant représente ici VNF. Et enfin Nicolas Teinturier, qui est directeur du développement dans la logistique du dernier kilomètre par voie fluviale, mais pas que. J'ai vu des cyclo-cargos ce matin, que j'ai croisé, donc diverses. Donc peut-être pour commencer l'idée, je pense que c'était très intéressant dans l'exposé. Jean-Alain, je ne sais pas si tu nous rejoins. Oui. Ou alors peut-être Dany, si tu veux te mettre là. Voilà. Oui. Oui. Vous n'allez pas rester là-bas? Oui. On veut s'accrocher à un repas. Bien, je pense que ce qui était intéressant, c'était en dehors de l'idée de rééquilibrage et de modal et géographique du développement, c'est l'idée d'un maillage du territoire par des ports de différentes tailles et qui sont hiérarchisés. Alors, ce n'est pas tout à fait encore organisé, mais c'est beaucoup plus marqué. Ici, c'est-à-dire qu'on a un port réseau. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que quand on parle du port de Strasbourg, généralement, on a en tête ce qu'on a devant nous, mais en réalité, on a d'autres sites existants. Lauterbourg, Bannheim, Markolsheim, donc ça reste sur l'axe majeur, mais on a également des pôles à développer dans l'arrière-pays immédiat qui ferait dialoguer la dimension métropolitaine de manière beaucoup plus forte, aussi bien sur le plan du fret que sur le plan du tourisme. Alors la question, c'est de savoir est-ce que ces canaux, ces offres, quelle est la complémentarité qui est à créer. C'est une des questions que j'aimerais adresser au panel, c'est-à-dire au-delà de l'existant, comment mailler et constituer simultanément une hiérarchie portuaire dans l'agglomération strasbourgeoise et de constituer la métropole. Alors, c'est-à-dire que dans nos réflexions, on parle souvent du port et la relation ville-port. On avait l'idée de développer plutôt du portuaire, c'est-à-dire non pas uniquement parler du port, mais du portuaire, c'est-à-dire dans la capacité d'articuler, d'ouvrir, d'interfacer le système fluvial sous toutes ses formes avec les territoires environnants. Alors c'est vrai que l'Île-de-France, par ce biais, est aidée. Il y a des méandres alors, qui ont l'avantage de rallonger les distances.
mais on a aussi un maillage qui est important dans l'arrière-pays métropolitain strasbourgeois. Alors, quand on parle métropole, on ne se limite pas au périmètre existant, c'est justement un peu d'élargir, d'où l'intérêt d'inviter des représentants, je dirais, de Saverne ou d'au-delà, de voir qu'est-ce qui fait métropole, comment le fluvial invite justement à dialoguer et à dépasser les limites qui sont institutionnelles. Voilà. Et bien sûr, également, je ne sais pas si Madame Hume est encore là, oui, qui viendra nous dire aussi un mot sur le maillage, qui viendra peut-être nous rejoindre, qui a un train à prendre à Paris. Voilà. Bon, voilà. Mais qui représentait un peu le monde professionnel dans la relation de maillage, notamment aussi du côté allemand. Et sur les questions d'interopérabilité ferroviaire. Je laisserai mes commentaires par rapport au sujet qui me concernait, comme je disais à monsieur. Je ferai un petit écrit pour mes réflexions. Mais, aussi le point de vue d'un industriel, on va dire. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais céder la parole à Jean-Alain pour la première question. Merci. Donc, la question, on voit que le thème central de un des thèmes centraux de cette table ronde, c'est quand même d'articuler les échelles géographiques. Alors, c'est une question qui semble évidente, surtout pour les géographes qui passent leur temps à parler des différentes échelles, c'est leur job. Mais quand même, dans la pratique, il y a une époque où on avait moins à se préoccuper, peut-être qu'aujourd'hui, de la compatibilité et de l'interface de ces échelles. Voilà. Donc, la question, et je vais commencer par Claire Merlin, c'est d'essayer de commenter cette contrainte croissante d'arriver à penser toutes les échelles à la fois. Et avec, bon, d'abord peut-être une question de comparaison, parce que vos anciennes fonctions, si j'ai bien compris, vous ont amené à travailler assez longtemps sur le cas de Marseille. Et c'est intéressant de voir comment un port maritime qui va donc, doit également se poser la question de l'interland, hein, de ça. Donc, c'est à la fois penser des très très longues distances et l'animation d'un territoire proche. Donc, il y a peut-être des éléments de réflexion qui peuvent être transposé sur le cas de Strasbourg. Bon, alors, dans le cas de Strasbourg, deuxième petite question, on va évidemment beaucoup parler de la zone portuaire, on est là pour ça, mais puisqu'on se préoccupe de Strasbourg et sa zone portuaire, toute l'agglomération de Strasbourg, est-ce qu'il y a d'autres lieux que le port, que la zone portuaire, qui sont concernés par ces interfaces d'échelle? Voilà. Donc, question, voilà, comment les ports peuvent-ils s'inscrire dans cette perspective d'animation, de mise en réseau de leur arrière-pays? Bien. Merci beaucoup. Tout d'abord, très heureuse d'être parmi vous et de découvrir, puisque j'arrive un peu à la fin, tous ces travaux qui m'ont beaucoup apporté à mon arrivée. C'était très intéressant de découvrir les entretiens, notamment, que j'ai regardés avec beaucoup d'intérêt ces derniers jours. Donc effectivement, vous l'avez souligné, j'ai fait l'essentiel de ma carrière avant d'arriver ici au port de Marseille, donc j'y ai passé 15 ans. Une des premières leçons, et quelque chose qui est resté apprise à Marseille, c'est que la bataille des ports se gagne à terre. Et donc, c'est effectivement, que ce soit au niveau maritime ou fluvial, bien la performance des dessertes terrestres et la qualité des connexions à l'interland qui fait le succès d'un port maritime, que ce soit Marseille, Le Havre, Barcelone ou Strasbourg, très clairement. Donc, si on fait un comparatif, du coup, je me suis prêtée à l'exercice de la comparaison entre le maritime et le fluvial. Le premier levier, pour renforcer les relations d'un port avec son interland, qu'il soit fluvial ou maritime, c'est d'améliorer la performance en qualité et en coût de ses dessertes terminales.
Donc c'est la question évidemment du dernier kilomètre, et souvent sur les aspects ferroviaires, c'est bien ça qui détermine la performance de la chaîne de transport sur le plan terrestre. À cet égard, donc, que ce soit à Strasbourg ou à Marseille, le port doit veiller sur la qualité de service de son réseau, doit veiller à son développement, réseau dont il est pleinement responsable aujourd'hui. Donc, dans les ports maritimes ou fluviales, c'est un point important. On maîtrise le réseau ferré qui est à l'intérieur des ports. Juste pour vous donner un élément de comparaison, on parlait des points d'étonnement tout à l'heure. Moi aussi, la proximité avec les habitats a été aussi un facteur d'étonnement quand je suis arrivée, mais pas que. Et notamment, un des facteurs d'étonnement ici, ça a été la densité du réseau ferré portuaire. 100 km de voies sur 1000 hectares. Pour vous donner un référentiel, à Marseille, on a 110 km de voies en pleine maîtrise sur un territoire de 10 000 hectares. 10 000 hectares, c'est Paris intramuros. Donc, sur la zone Marseille-Fos réunie. Donc, on a ici, Régine Alloire parlait tout à l'heure d'un port qui offrait un outil avec beaucoup de potentialité. Clairement, le réseau ferré portuaire en est un. Autre sujet, on peut aussi agir sur la compétitivité de nos dessertes terminales. Donc, typiquement, depuis le 1er janvier 2022, on a mis en place la gratuité donc, du dernier kilomètre sur les dessertes ferroviaires pour les nouveaux trafics sur le Bas-Rhin. Et juste un mot quand même, on en a parlé un petit peu, mais la qualité des dessertes ferroviaires, la qualité des dessertes fluviales sont importantes, mais pas que. On est sur un port trimodal, donc la qualité des dessertes routières est aussi extrêmement importante et structurante dans un port maritime comme fluvial. Deuxième levier potentiel pour dynamiser ces aspects-là, le développement d'équipements de manutention de grande envergure. Donc c'est typiquement la mise en place d'un terminal ferroviaire qui est forcément trimodal, faire fleuve-route. Et à cet égard, vous le savez, le port de Strasbourg a lancé les études pour la mise en place de ce terminal et d'un projet ambitieux dans le secteur sud du port. Il y a des leviers qui sont utilisés dans les ports maritimes qui ne sont pas utilisés dans les ports fluviaux. Donc typiquement, dans les politiques des grands ports maritimes que l'on voit aujourd'hui, on a des politiques de prise de participation dans les ports intérieurs. Donc Marseille prend des participations, par exemple au port Édouard Herriot. Le port de Barcelone a développé ces dernières années une politique de prise de participation aussi extrêmement dynamique et extrêmement efficace. Des actions aussi pour soutenir les navettes ferroviaires, par exemple. C'est aussi des projets ambitieux qui ont été portés, qu'on retrouve moins dans le secteur fluvial. Un levier enfin important, c'est évidemment le travail en réseau avec les partenaires. Vous parliez des logiques d'échelle. Très clairement, aujourd'hui, on a besoin pas seulement à un niveau opérationnel, mais aussi à un niveau plus politique, de porter une logique d'axe. Cette logique d'axe, elle doit devenir une préoccupation de l'ensemble des acteurs. On voit bien que c'est quelque chose qui se développe d'une manière générale, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger. On a parlé d'Aropa, donc on a un axe Seine très intégré aujourd'hui, qui va jusqu'à l'intégration des structures. On a d'autres exemples comme Medlink, qui est aussi très dynamique sur la partie sud. Quel que soit finalement la structure ou le degré d'intégration, ce qu'on voit qui est important, c'est de la prise de conscience d'une communauté d'enjeux et d'une communauté de destin de la part des acteurs portuaires vis-à-vis de leur hinterland. Et évidemment, au niveau de Strasbourg, on a Upper Rheinport, dont le port de Strasbourg a été à l'origine un membre fondateur qui doit porter et poursuivre ce portage, à mon sens, de densification du réseau sur le territoire. J'ai fait un tour qui concerne ici plutôt la grande logistique, sur l'aspect axe. Peut-être un mot qui concerne, alors ici beaucoup plus le fluvial que le maritime, puisque, et c'est une préoccupation forte, on en a parlé à diverses reprises ce matin, sur la mise en place d'une logistique urbaine, donc, et que on pourrait presque qualifier d'ailleurs de logistique métropolitaine. Aujourd'hui, à mon sens, et c'est un échange, mais les leviers pour développer cette logistique qui est, on l'a dit tout à l'heure, assez nouvelle et plutôt en construction, c'est
de développer une bonne coordination entre les acteurs. Les acteurs, c'est qui? C'est le port de Strasbourg qui peut offrir notamment du terrain, des entrepôts, d'être le point de départ finalement hein, d'un système intégré. C'est Voies navigables de France, évidemment, qui a l'infrastructure où se trouvent les points d'arrivée de l'offre logistique. Et c'est bien évidemment les collectivités et la métropole qui vont organiser hein, les conditions de circulation et de la marchandise au centre des cœurs urbains. Donc c'est finalement une bonne coordination entre ces acteurs. Alors j'ai envie de vous dire, ça marche sur le projet de logistique urbaine, ça marche un peu sur l'ensemble des projets quand même, hein. Pour faire des projets portuaires, il vaut mieux qu'il y ait une bonne coordination entre l'ensemble des acteurs si on veut être proactif sur ces aspects-là. Voilà ce que je peux vous dire sur ces thématiques-là. Merci. Alors, la transition est toute trouvée puisqu'on vient d'évoquer les logiques d'axe. Donc, à Catherine Trottmann, je poserai la question de la manière dont elle conçoit justement cette articulation grande et petite échelle en tenant compte des grands axes. Et donc, évidemment, la question s'adresse à la coordinatrice du corridor mer du Nord, mer Baltique. Et par ailleurs, évidemment, une personne qui est une bonne connaisseuse des enjeux portuaires strasbourgeois depuis fort longtemps. Oui, alors d'abord je voudrais faire une petite remarque qui permet de comprendre, je pense, l'approche européenne aujourd'hui, qui est à la fois une approche urbaine et une approche portuaire. En tout cas pour ce qui concerne la politique qui est rassemblée sous l'intitulé Naïade et qui donne pour la première fois une vision intégrée des objectifs de développement de l'usage de la voie d'eau, puisque aujourd'hui on est à 6% d'usage de la voie d'eau dans le transport de fret. L'objectif, c'est de passer à 25% en 2030 et de multiplier et d'arriver à 50% en 2050, ce qui est énorme quand on voit, disons, le gap que ça représente. Ce qui veut dire que les ports ont un rôle d'ensemblier et un rôle de pilote de la transformation. Et de la transformation aussi bien industrielle, numérique, technologique, énergétique. Je pense que les ports, et c'est la raison, on peut parler des ports verts, moi j'ai parfois parlé des ports du futur, dans nos travaux, on les appelle aussi les ports du futur, c'est-à-dire les ports qui tiennent compte pas seulement du trafic, je dirais, de denrées physiques, mais aussi du trafic de data. Et par exemple, le port de Strasbourg a sur son territoire le passage des plus gros câbles de transport numérique qui soit, puisqu'on a les grands câbles internationaux qui passent dans le port, dans le pont de l'Europe et qui stationnent en partie, pour une partie, dans ce qui a été un magasin portuaire, le magasin Vauban, où on a des data centers, mais on a aussi un autre data center d'une autre entreprise. Donc les ports sont aussi des sites, et je le dis parce que ce n'est pas que les ports ne sont pas dédiés qu'à la logistique ou qu'à l'industrie. Ils sont aussi dédiés, et c'est de plus en plus important, à une intégration des activités. Et cette intégration des activités fait qu'aujourd'hui, un port est un hub énergétique, un port est un hub numérique, un port est un transformateur d'activités. Et ça veut dire qu'en réalité, la complexité de son territoire ne peut pas être conçue dans les limites d'un seul site portuaire, mais doit se comprendre en réseau. Ce qui est intéressant parce que je pense que toute stratégie aujourd'hui de développement économique doit se faire en réseau. C'était la raison d'ailleurs en 2012 de lancer l'hypothèse de ce que j'ai appelé le collier de perles, c'est-à-dire des ports rhénans qui réfléchissaient d'abord sur leur situation et qui ensuite cherchaient les terrains, je dirais, de coopération, les terrains de compétition, les terrains de complémentarité et de mutualisation. À l'époque, cette volonté était liée au contrepoids que nous devions faire à plusieurs au port maritime, puisque le débouché de Strasbourg était d'abord pensé vers Rotterdam et pas vers Le Havre ou vers Marseille, pas tellement, disons. On a essayé par le train, on n'a pas de canal qui nous permet d'aller vers le sud. D'ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait une pétition qui commençait à circuler pour revenir sur le Saône-Rhin. Donc, la question aujourd'hui qui est posée, c'est celle de combiner la vocation logistique de grande distance
et celle de petite distance. Dans nos documents d'urbanisme, nous n'avons, dans nos plans de mobilité, nos schémas de mobilité, on est toujours resté au schéma lié aux passagers et pas au fret. Or, c'est le fret aujourd'hui qui va changer la donne parce qu'il doit être présent dans l'espace urbain. Et c'est la problématique des nœuds qui sont le lieu de contact et d'interface entre le dernier kilomètre ou le premier kilomètre. Moi, j'aime bien parler du premier kilomètre aussi, parce que le dernier kilomètre, ça veut dire qu'on achemine des denrées vers le port, mais le port est aussi fournisseur de trafic et des services partent au premier kilomètre à partir de son territoire et de ses entreprises. Et donc, il faut vraiment penser le dernier ou premier kilomètre dans cette réversibilité de l'activité ou dans cette réciprocité de l'arrivée et du départ. Ce qui est extrêmement important du point de vue du dessin qu'on peut trouver à ce moment-là dans le traitement de l'échelle de grande distance, celle des corridors, celle du territoire national ou celle plus réduite de la région urbaine. Je pense que c'est à l'échelle de la région urbaine que l'on doit raisonner. Alors, une petite remarque aussi, la métropole. On a cette question qui a été posée, y compris dans le document qui nous a été remis, sur quelle échelle de territoire. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. Pour moi, l'échelle est celle qui est organiquement liée et interdépendante. Ce qui veut dire qu'on va effectivement jusqu'à Saverne, qu'on remonte assez loin dans le département. En fait, grosso modo, le port de Strasbourg ou les ports de Strasbourg couvrent le département, ce qui d'ailleurs aujourd'hui se traduit, je dirais même administrativement, réglementairement parlant. En même temps, il faudrait aller plus loin. L'interface avec Mulhouse et les ports alsaciens est réelle, de même qu'avec le port de Karlsruhe et le vis-à-vis entre Lauterbourg et Karlsruhe. Donc, quelle est la bonne échelle ? Je pense que nous devons être attentifs à une chose qui va être extrêmement importante dans les temps à venir, c'est d'une part prendre en compte la priorité fluviale qui va marquer les politiques européennes. Deuxièmement, la contrainte, parce que ça va être une contrainte pour les nœuds urbains, dont Strasbourg en est un, mais Mulhouse aussi, bien sûr, il y en a d'autres, de pouvoir réaliser d'ici 2025 un schéma de mobilité qui inclut le schéma de logistique de courte et de longue distance. Ce qui veut dire que tout emplacement de terminal, bimodal ou trimodal, va être analysé en fonction de cette fonctionnalité logistique. Par exemple, je prends un exemple. On a le débat des carburants, des biocarburants à Reichstätt. C'est un débat qui est extrêmement important. Pour un emplacement comme le nôtre, on a besoin de pouvoir aussi réussir la transition énergétique. Alors évidemment, si on pense danger, si on pense maintien de l'activité avec des carburants, ça peut être une question pour la collectivité voisine. Mais si on regarde à l'échelle de la logistique de longue et de courte distance, réduire de 40% la pollution des camions en attendant qu'ils soient complètement propres, ça devient un enjeu de santé publique et un enjeu de réduction de la pollution de l'air. Donc je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, je termine en disant que les ports sont des vecteurs de transition et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, alors ce n'était pas la région, parce que j'ai vu dans un document que c'était la région qui était à l'initiative de cette action d'écologie industrielle. Non, c'est le cahier d'espérance des acteurs du port, et c'est le port et la métropole qui ont lancé ça et qui ont traduit, je dirais concrètement, ces opportunités. Donc ça, c'est un exemple pour dire ce qu'on peut faire à petite échelle, on peut le faire aussi à plus grande échelle. Donc, qu'est-ce qui va traduire l'existence d'un nœud urbain ? C'est en effet la prise en compte de toutes les plateformes portuaires, aéroportuaires, ferroviaires. Comment ça se connecte ? Est-ce qu'on réalise correctement et dans les meilleures conditions le transfert des passagers vers les modes propres, mais aussi le transfert de fret ? Aujourd'hui, on a un débat qui est très vif sur la priorité ferroviaire à l'échelle européenne, parce qu'effectivement, il faut faire passer des trains dans les villes. Et des trains, c'est du bruit, c'est de l'espace, c'est de la longueur. Et je pense au train de marchandises qui doit continuer de passer, c'est le choix qui a été fait pour desservir le port. C'est absolument indispensable d'avoir des trains qui continuent d'irriguer le tissu urbain, puisque c'est là qu'on amène le maximum de marchandises. Donc cette question de la logistique, elle est peu
comment dire, elle n'est pas sexy. Donc, c'est toujours compliqué de la faire comprendre, je dirais, à la population. Elle est pourtant indispensable parce que c'est un enjeu de transition. La logistique n'est pas une charge et simplement une contrainte, elle est un enjeu de transition. Mieux on l'organisera, mieux on transformera nos villes pour en faire des lieux vivables, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on avait un quartier urbain et portuaire. Merci beaucoup. Juste avant de passer la parole à Antoine pour la thématique suivante, je voudrais aussi évoquer des témoignages de Kehl, donc, puisque je regrette l'absence aujourd'hui de représentants de la ville de Kehl. Dans nos interviews du port de Kehl, il a aussi été très clairement mis en avant comme principale contrainte sur leur stratégie de développement et même simplement de fonctionnement, la question du train. C'est-à-dire, avant toute chose, ce qui les fait grimper au mur, c'est que l'absence, la réduction sur plusieurs décennies, la réduction de l'offre ferrée suite à certaines stratégies de la DB, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est considéré comme un point très très important pour assurer les fonctionnalités pour la blague, essentielles. est-ce qu'on peut dire que d'une part, quand on a gardé les 100 km, c'est parce qu'on a une option pour le futur, ça je peux en témoigner, mais surtout parce qu'on avait un conflit et un contentieux avec la SNCF qui n'entretenait pas les voies. Et donc, tant qu'on était en contentieux, on les a gardées, les voies ferrées. Et donc, c'est aussi assez intéressant de voir que tout le monde n'est pas toujours coopérateur au bon moment sur le territoire. Oui, on peut converger vers cette idée, effectivement, que le ferroviaire est un élément structurant pour les ports, et les investissements sont faits à Strasbourg, on l'a dit, mais à Kehl aussi. Le problème, c'est la connexion entre les deux, puisque, comme vous le savez, 20% des coûts de départ d'un conteneur ferroviaire vers Rotterdam, c'est sur les 500 premiers mètres et traverser la frontière. Donc il y a un peu de travail, peut-être un pont à créer. Il y a des choses qui se font. Alors on a parlé effectivement un peu du grand écart entre la grande logistique et la logistique, je dirais, urbaine classique. Moi, j'aimerais revenir sur l'échelle moyenne, qui est celle, je dirais, de la grande région strasbourgeoise, où la question, alors, à la fois du ferroviaire et du fluvial, et là, je me tourne vers Céline, puisque c'est aussi une question qu'on pourrait adresser au port, c'est-à-dire comment est-ce que le port investit cette zone-là. Il y avait des projets routiers à Fegersheim ou autres, c'est-à-dire aide à structurer. Et l'autre grand acteur, c'est bien sûr VNF qui a des projets, alors à la fois sur le plan touristique, mais sur le plan fluvial. Alors est-ce que le fluvial, à l'échelle des flux, je dirais presque intra-communautaire ou intra-agglo, un peu plus large, a un sens, ou est-ce que c'est uniquement dans l'alimentation du grand export ou du grand import? Quels sont les sites? Je sais que VNF travaille sur différents sites. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on a un maillage? Comment est-ce que VNF envisage l'organisation, je dirais, alors on en profite, touristique et logistique de ce grand espace du Bas-Rhin? Permettez-moi plutôt une réponse qui sera plus transport, marchandises que tourisme, parce que j'ai vraiment pas cette expertise-là, en tout cas pour ma compétence. Vous dire aussi d'abord qu'effectivement, VNF travaille, on essaie de se positionner surtout en tête chercheuse un peu de réseau actuellement, dans ces problématiques qui sont vraiment multiscalaires. On travaille en lien avec la métropole, en lien avec les villes, avec la ville de Saverne, avec la ville de Strasbourg. On travaille évidemment en lien avec les ports de Strasbourg, mais aussi les ports de Haute-Alsace. On est dans la gouvernance portuaire, donc on essaie vraiment de ces ports du Haut-Rhin, on essaie vraiment d'être le plus accompagnateur possible dans l'émergence de nouveaux projets. Cette question de comment ces ports finalement débouchent sur le terrestre, elle est évidemment en lien avec VNF, elle n'est pas qu'en lien avec VNF, elle est en lien avec SNCF Réseau aussi, et dans ce contexte-là, depuis à peu près 1 an maintenant, on développe un partenariat entre 2 gestionnaires d'infrastructures. Nous, on ne vend rien. On accompagne le développement des usages, on accompagne autant que possible le report de trafic.
On a parlé à la table ronde précédente de la rareté du foncier. La rareté du foncier, elle est vraie dès qu'on sort enfin, elle est vraie évidemment sur le territoire portuaire, mais elle est vraie en ville également. On a développé en lien avec la ville et la métropole le service de logistique urbaine qui part du port de Strasbourg, qui arrive au quai des pêcheurs. Aujourd'hui, on a un quai. C'est une problématique que rencontre pour accompagner d'autres projets dans les territoires, dans les villes mouillées VNFiennes en France, cette rareté du quai logistique au cœur de ville qui est tellement important, parce qu'effectivement, cette logistique, elle arrive au port. Vous avez montré toute la matinée les aménités négatives que ça pouvait laisser percevoir aux usagers. Et pourtant, c'est tellement important d'aller au plus près pour montrer, et c'est ce qu'a montré finalement la crise Covid, tout ça, c'est tellement nécessaire. Alors, on peut l'amener de façon très aménagée, avec des mobilités qui restent douces, mais ça donne de la visibilité. Moi, je crois que ça fait vraiment gagner en image, en pédagogie. Et c'est vraiment la pédagogie est sans doute un des grands facteurs clés de la logistique de demain. Cette problématique du foncier, elle est extrêmement rare dans toutes les villes. On parle énormément de hub, de comment on massifie, comment on accueille sur le port. Mais le port, VNF, les ports, on connecte 2 urbanités, 2 métropoles. Ensuite, c'est la question de comment on va au plus près du consommateur. Le consommateur n'est pas peut-être une entreprise, mais il est de plus en plus, et c'est l'éclatement des conteneurs, il est de plus en plus un particulier. Donc il y a cette problématique-là du foncier. Comment on y travaille à différentes échelles. Vous avez parlé tout à l'heure des éléments de réflexion, du souhait qui avait été porté d'aller faire un port sec à Fegersheim. Et je fais le lapsus, je parle de Vendenheim aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a montré la mise en place du premier volet ZFE et du grand volet ZFE? C'est qu'on a aujourd'hui des reports de trafic spontanés. On a une entreprise, par exemple, des travaux publics, dont le chef d'entreprise subit la congestion en approche strasbourgeoise, ne veut pas quitter son débouché portuaire. Par conséquent, on a un nouveau flux qui s'est organisé, qui est en train de s'organiser entre Orfelden et le port de Strasbourg, qui est lié par un souhait de gagner du temps, évidemment, qui est corrélé à la volonté de plus d'usage vert. Et donc, on est vraiment à la fois dans l'ère du temps et en même temps dans un grand pragmatisme économique. Avec le port de Strasbourg, on est toujours, et vraiment avec un grand leadership du port, sur le souhait de voir émerger, d'aller toujours plus loin dans la concrétisation de la navette conteneur Saverne. Donc là, c'est une innovation d'abord technologique, ce bateau qui doit avoir l'ensemble des caractéristiques à la fois pour franchir les écluses et en même temps être capable d'avoir une capacité d'emport. Mais là aussi, comme disait Madame Berlin, c'est une capacité d'emmener avec nous les acteurs économiques pour qu'eux aussi trouvent une raison de confier finalement des conteneurs depuis Saverne. Ça va plus lentement, c'est 9 heures contre 1 heure quand tout va bien, mais c'est toute une stratégie pour aller chercher au plus près des territoires. Dans le cadre de notre partenariat avec SNCF Réseau, on essaie, alors on est au début, mais en tous les cas, on essaie d'aller rechercher des boissons, parce qu'effectivement, là, on est sur des flux qui ne vont pas forcément à l'export. On ne parle pas des flux historiques Cronenbourg, mais on se rend compte qu'on a des chargeurs énormes qui, historiquement, sont tous connectés à des terminaux, à des ITE, des terminaux ferroviaires, plus ou moins désactivés. Mais l'idée étant de dire comment est-ce que, en tant que gestionnaire d'infrastructure, on est capable de développer des services pour les territoires. Et effectivement, sur Vendenheim, on lance une étude en lien avec la métropole de Strasbourg. L'idée étant de dire quid d'une entrée nord ZFE en termes de services pour les entreprises. Alors ça veut dire qu'il y a cette zone commerciale nord qui draine énormément de flux, qui sont extrêmement organisés, mais il y a des marchés de niche. Et c'est un petit peu l'atout du fluvial, c'est la massification pour le marché de niche. Il y a les céréales qui partent tous les jours à destination du port, à Vendenheim, mais il y a aussi toute une filière déchets, que ce soit les grands encombrants, mais aussi les particuliers,
avec une localisation, j'ai envie de dire presque en économie circulaire sur le port, dans un certain nombre d'entreprises de recyclage de ces déchets, que ce soit du gros électroménager jusqu'évidemment aux déchets domestiques. En notion de service, j'ai envie. La réponse est finalement la conclusion à tout ça. Voilà. C'est développons des services ensemble. Donc Vendenheim, est-ce qu'il y a d'autres sites émergents? Alors, à l'heure actuelle, restons petits, restons surtout efficaces. Le souhait, c'est d'arriver à avoir déjà la preuve du concept et les modèles économiques, les modèles juridiques éprouvés pour essayer de développer des services rentables à Vendenheim. L'initiative fait parler. Les communes sud manifestent un certain intérêt. On verra en temps et en heure, et voilà, au fur et à mesure. Merci beaucoup. Alors, on va se tourner vers le tourisme. C'est vrai que dans l'entretien que nous aviez accordé, j'ai beaucoup apprécié, enfin, déjà la position de Saverne qui était très clairement. Mais le point qui m'avait surtout frappé, c'était l'idée de dire qu'il y a une complémentarité à créer, enfin, qui existe potentiellement entre Saverne et Strasbourg, avec éventuellement des points d'ancrage, d'intérêt touristique entre les deux, et une sorte de complémentarité d'accueil. Alors justement, c'est un peu cette échelle intermédiaire. Comment est-ce que vous l'imaginez et quelles seraient vos suggestions? Alors bonjour à toutes et tous. On va changer d'échelle, hein, puisqu'on n'est plus dans des millions de tonnes transportées dans l'industrie, etc. On est sur la grande ville de Saverne, 12 000 habitants, et la grande ville de Saverne est traversée par un canal. Et pendant longtemps, ce canal a fait office de barrière entre la ville. Il y avait 2 ponts pour la franchir, des bouchons à Saverne. Quand on n'attend plus de 30 secondes derrière une autre voiture, c'est la crise. Voilà. C'était globalement un handicap. Et on s'est dit à un moment donné, mais ce handicap, pourquoi pas ne le transformer, de le rendre, de le positionner en tant qu'avantage touristique. Et là, on a fait découvrir le port de plaisance, parce que c'est un port de plaisance, hein, ça a été un port de transport de marchandises, mais malheureusement, le trafic marchand a beaucoup baissé. On voit passer 1, 2, 3 péniches par an à peu près. Hormis le travail que fait VNF en ce moment, qui portera très certainement ses fruits. Mais on s'est retrouvé à se dire, ben voilà, on a un joyau en centre-ville, on l'ignore, même les gens du territoire l'ignorent, ne savent pas le regarder à la mesure de ce que c'est. Et on a commencé à avoir une attractivité touristique, hein, à mettre une buvette sur le port, hein, tout simplement, hein, des petites choses. Hein. Est-ce que je suis content parce que j'ai vu que vous êtes le premier port Gennevilliers. Enfin, il y a un port. Nous, on est peut-être au-dessus de vous en termes de trafic touristique. Alors, ça nous fait plaisir. Oui, donc on a mis une petite buvette. Et puis, il y a eu un engouement local, territorial, mais aussi les gens, quand ils sont arrivés avec leur bateau sur le port, ils ont trouvé ça assez exceptionnel comme site. Et on s'aperçoit aussi, quand on creuse un petit peu, sur le site entre Saverne et la grande écluse de Réchicourt, on a aussi un trajet qui est assez exceptionnel en termes de diversité, hein, parce que souvent les canaux sont sur en plaine, hein, ça passe jamais, très rarement des montagnes, où c'est plat, c'est un peu monotone, tandis que là, on a une certaine diversité dans ce qu'on peut offrir aux gens qui font de la plaisance. Donc, l'écluse de Saverne, en termes de trafic actuellement, celle qui est au centre-ville, c'est l'écluse où, en France, il y a le plus fort trafic, hein, chiffre VNF, hein, puisqu'on a fait des travaux dernièrement et donc on est à 5500 passages par an. Donc, voilà, c'est ça. Le port de Saverne, avec la collaboration de VNF avec laquelle nous avons fait un partenariat, est en passe de devenir un port touristique de référence. Et actuellement, nous sommes en phase de création d'un regroupement d'entreprises, d'équipements de port et d'animation. Alors, je ne parle pas d'équipements de port tels que vous les avez chez vous, hein. Bien sûr, c'est à la hauteur de ce qu'on peut faire sur des ports de plaisance. On voudrait aussi, on est en phase de création également d'un salon qui aura lieu le fin septembre sur justement tout cet aspect technique, promotion touristique, etc. Nous souhaitons effectivement
développer l'attractivité de tout ce chemin qui se fait sur le canal de la Marne au Rhin, en venant à Strasbourg, de l'autre côté, du côté lorrain, du côté de la Sarre, parce qu'on sent qu'il y a un véritable potentiel touristique et attractif et de renommée internationale, puisque actuellement nous avons des gens, parce que ça aussi ça a surpris les Savernois, quand je dis Savernois c'est des gens du territoire, d'avoir des gens qui en termes de dépenses touristiques, sont capables de mettre 6 000 € dans une croisière d'une semaine pour venir visiter le territoire. Les gens chez nous trouvent ça extraordinaire, mais non, c'est pas extraordinaire. On a un véritable potentiel touristique à développer, à exploiter, et en ça, on a fait une expérience avec VNF il y a quelques années, quand on a fermé le plan incliné. Hein, bon, c'était un incident technique. On a fait exprès, n'est-ce pas? C'était pour mesurer les retombées économiques, parce que bien sûr, il n'y a pas de retombées économiques. Le tourisme, c'est un coût, c'est jamais un bénéfice. Mais là, les gens se sont réellement aperçus des pertes d'exploitation sur l'hôtellerie, sur le commerce, sur tout. Et là, maintenant, c'est plus un sujet, c'est plus un débat, c'est vraiment un atout touristique. Donc nous, sur Saverne, voilà, c'est le développement du port, c'est l'aspect touristique, mais on ne désespère pas non plus qu'avec les entreprises locales. Hein, on a des belles entreprises, hein, il y a Kuhn, il y a la brasserie de Saverne qui au départ, plus de Detwiller, hein, puisqu'il y a un aménagement sur Detwiller qui a été conçu pour ce type de trafic. On ne désespère pas que sur notre territoire aussi, et vers la Lorraine aussi, il y a un trafic marchand qui reprenne et qui nous permette effectivement de faire le premier et le dernier kilomètre, parce que tout à l'heure aussi, on en discutait un petit peu. Bon, on a la taille n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, mais nos livreurs de la Grande Rue de Saverne nous posent aussi problème. On est dans des réflexions de ce type-là. Peut-être que ça sera dans 3, 4, 5, 10 ans, mais on va aussi arriver à avoir ce type de réflexion et ce type de travail sur le dernier kilomètre ou le premier kilomètre, des enlèvements de marchandises ou des livraisons de marchandises. Et alors, peut-être pour prolonger, on a compris que Saverne était un nœud touristique et dont vous avez montré l'émergence, une sorte de cluster autour du tourisme fluvial, et je vous souhaite le succès. Et l'articulation, parce que entre Saverne et Strasbourg, est-ce qu'il y a nécessité d'avoir des points d'animation intermédiaires? L'accueil de la plaisance à Strasbourg est en cours en réflexion. Comment est-ce que vous imaginez la relation ou les attentes que vous pourriez avoir par rapport au port ou à d'autres acteurs du tourisme strasbourgeois? Il est évident que le tourisme fluvial, c'est un tourisme de liaison. Donc on va d'un point à un autre. Donc inévitablement, on a besoin les uns des autres. Il faut qu'on ait un maillage et d'avoir une offre touristique conséquente qui permette aux plaisanciers de faire des choix. Pour nous, Savernois, Strasbourg est un gros concurrent touristique, hein, en termes, voilà, comme la route des vins. On n'est pas forcément de taille, mais en termes de voies d'eau, on a notre écho à apporter à un maillage de la part. On a besoin, parce que nous, touristes, à nous, qui viennent sur le port de Saverne, on peut les envoyer à Strasbourg par le train, mais aussi on peut les faire venir de Strasbourg et les envoyer à Strasbourg, parce que Strasbourg, c'est le poids lourd régional du tourisme sur notre territoire. Hein. C'est clair, on n'est pas dans ce schéma de compétition, nous on est dans un schéma de complémentarité où Astinbourg a fait un port aussi, a créé une infrastructure. Et on les en remercie parce que ça va amener de l'attractivité. Lutzelbourg, de l'autre côté du col, pareil, ils sont en train de travailler aussi parce qu'ils voient qu'il y a un vrai intérêt économique à développement de la voie d'eau. Et tout ce qui va se construire vers Strasbourg ou de l'autre côté sera un plus et fera une intensification du réseautage touristique de la voie d'eau. On est vraiment très favorable. On n'a pas de concurrence à avoir, on n'a qu'une complémentarité à avoir. La concurrence n'existe pas, puisqu'on pourra avoir des offres qui seront différentes, complémentaires, où les gens vont se retrouver d'une façon ou d'une autre.
Oui, Peut-être juste pour compléter le propos et mettre en perspective au regard finalement le tourisme fluvial, fluvestre, c'est un tourisme de réseau. Sans doute rappeler la stratégie effectivement des contrats de canal, hein, pour animer de plus en plus tout en et j'y tiens beaucoup, tout en favorisant la cohabitation, sans fermer des usages potentiels un jour de report à la voie d'eau pour les marchandises, parce que c'est clé. Les deux sont vertueux. On a besoin de tourisme fluvial pour éviter une dégradation du niveau de profondeur des canaux. Donc il faut que les deux fonctionnent ensemble. Et puis des mises en perspective qui réinterrogent. On est au début, on n'a pas de scoop à vous livrer les discussions, notamment avec la métropole, mais des mises en perspective avec la réouverture de ce qu'on appelle le canal de du Rhône au Rhin branche sud, puisqu'effectivement, il y a cette portion entre Arzenheim et Friesenheim qui était déclassée, qui va être remis progressivement à la navigation. Donc là, on est vraiment sur un renforcement de l'offre touristique, mais c'est vrai que là, ce réseau, aller depuis Colmar ou en venant directement du Rhin, en passant par Colmar, Strasbourg, Saverne, et puis le canal de la Sarre, ce sont des nouvelles perspectives qui ont fait quand même une très très belle résistance pendant la crise Covid, qui au regard des enjeux climatiques, du slow tourisme, c'est des sommes très importantes, mais qui ont des chiffres très très impressionnants. Ça permet effectivement d'être seul à un temps différent. Voilà, c'est une offre qui mérite à être connue, qui a un beau succès. Les loueurs annoncent une très 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 belle saison. Qui est finalement très très compatible avec les enjeux d'accompagnement de la transition écologique des territoires. Et je voudrais rajouter qu'il y a aussi un vrai partenariat avec VRNF, avec les loueurs aussi. Tout le monde joue le jeu du progrès du tourisme et de la réalisation de ce tourisme fluvial et fluvestre. Merci beaucoup. On a parlé de la logistique urbaine. Alors, il y a le succès du dernier kilomètre au départ du port pour le centre-ville de Strasbourg. ULS se développe ailleurs en France. Est-ce qu'il y a des projets dans l'aire urbaine strasbourgeoise de développer d'autres services ou vers d'autres villes? Est-ce que une densification, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est possible? Alors, bonjour à tous. ULS a démarré son activité début 2020 à Strasbourg. ULS va ouvrir son activité à Lyon en juin, suite à un appel à projet dont ULS a été lauréat. Et on a un travail avec une vingtaine d'agglomérations françaises, puisque l'urbanisme des villes s'est souvent fait autour de l'eau, et quand il n'y avait pas de fleuve ou de rivière, la révolution industrielle a amené des canaux. Donc il y a beaucoup de villes qui sont éligibles, je dirais, à une logistique urbaine fluviale. Alors, je répondrai pour Strasbourg à la fin. Je voulais d'abord dire à quoi ULS a souhaité répondre. Le modèle d'ULS, en fait, il répond à deux enjeux. D'abord, l'enjeu des collectivités, enfin des enjeux publics, puisque les collectivités sont confrontées à trois nuisances majeures, qui sont la pollution, la congestion routière et l'encombrement de l'espace public pendant les séquences de livraison. Aller dans une rue piétonne ou du centre-ville, vous verrez le matin, il faut quand même beaucoup slalomer entre les palettes, les véhicules de livraison, etc. Et ça, toutes les agglomérations, il n'y a pas que Strasbourg, toutes sont confrontées à ça. Donc si on veut lutter contre la pollution, la congestion et l'encombrement de l'espace public, d'abord il faut décarboner ce last mile, ce fameux dernier kilomètre. Ensuite, il faut réduire l'usage du camion en ville. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la réponse des acteurs, des industriels du transport, elle est d'abord de faire muter leur flotte de véhicules en véhicules propres. Et la logistique urbaine fluviale, c'est quelque chose qui est émergent, mais qui a des très grosses finalement capacités en termes de traitement, de traitement des flux de distribution vers la ville. Et il y a un autre aspect pour les collectivités, c'est comment on partage
mieux l'espace public. À Strasbourg, l'initiative qu'avait pris VNF et la métropole sur l'émergence d'une solution fluviale, il y avait ces 3 enjeux, mais il y avait aussi des enjeux d'accidentologie. Vous m'aviez indiqué ça à l'époque. Et donc, partager l'espace public, c'est aussi une attente forte des citoyens. L'autre partie des enjeux auxquels il faut pouvoir répondre, c'est les enjeux des acteurs privés, et notamment des industriels de la supply chain. Il y a des quantités énormes de fret qui rentrent dans les villes. Si on prend l'étude Fret Urb Enfield de 2012 à Strasbourg, indiquait que chaque jour dans la ville, il y a 33 000 colis et 800 palettes qui rentrent. Là, on est en 2012. Donc, entre-temps, il y a eu le boom du e-commerce. On est sur une plateforme comme La Poste. Je crois que c'est 20 000 colis chaque matin. Alors, ils vont pas tous au centre-ville, mais un commerce, par exemple, est touché chaque jour par 7 à 9 livreurs. Donc, il y a des problématiques de logique. L'organisation de la supply chain se fait par silo dans la distribution du dernier kilomètre. Et il y a énormément de difficultés à mutualiser. Et pour ça, la logistique urbaine fluviale, elle a du sens de pouvoir mutualiser le vecteur de transport qui amène la marchandise dans la ville. Et pour qu'elle soit efficace, et qu'elle soit agir concrètement, c'est transporter beaucoup de flux. Alors parfois on débat avec VNF sur les logiques d'expérimentation, parce que des fois on considère qu'il faut beaucoup d'ambition en fait, et que ça soit, VNF a de l'ambition, mais il faut que les villes soient ambitieuses sur ces problématiques-là. Ça sert à rien de faire des séquences de greenwashing qui vont plutôt desservir la logistique urbaine fluviale, parce que tous les transporteurs vous diront mais le fluvial ça peut pas marcher, ça n'a jamais marché, etc. Donc il y a énormément de pédagogie à faire et une ambition politique qui a été celle à Strasbourg et qui est encore constante sur ce sujet. Alors, les ports ont bien évidemment un rôle significatif à jouer dans l'émergence d'un écosystème de logistique urbaine, parce que par essence, ils sont un point d'échange modal. Ils offrent la possibilité de massifier des marchandises en provenance de l'Hinterland. Quand je dis de l'Hinterland, c'est-à-dire les hubs de distribution des différents transporteurs ou les chargeurs qui sont en périphérie des villes. Alors, si les ports sont un élément assez naturel du maillage de logistique urbaine, l'enjeu, il y a un enjeu fort au niveau des métropoles et de la gouvernance. Dans l'approche que j'ai pu avoir sur les 20 villes où j'ai mené les études, les contacts, etc., c'est qu'il y a des gestionnaires d'infrastructures. Vous parliez de comment on coordonne ça. Au final, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure coordination, c'est l'échelon politique et technique des métropoles. Parce que c'est un écosystème qui est complexe. Et souvent, la logistique urbaine, tout le monde veut y aller, mais d'abord, pendant plusieurs années, on se pose la question de par quel bout on va prendre la chose. Et aujourd'hui, les métropoles qui politiquement s'engagent, c'est celles qui font avancer le plus ces projets. Parce que de toute façon, pour les gestionnaires d'infrastructures, c'est de toute manière dans leur stratégie. Alors, pour les métropoles, il y a plusieurs enjeux à mon sens. C'est qu'on en a parlé, c'est la question foncière. Comment on vient remettre de l'économie et de l'activité logistique à l'intérieur des villes alors que ça a disparu. Tout le long de l'île à Strasbourg, il y avait des ports qui ont fait l'essor de la ville pendant des siècles. Aujourd'hui, c'est d'autres usages plus récréatifs, de promenade, etc. Et donc, d'ailleurs, je crois que dans le rapport de la mission interministérielle, vous mettiez l'accent sur la nécessité de se préoccuper de cette question foncière, que ça soit pour la logistique urbaine fluviale, mais pour d'autres types de logistique du dernier kilomètre. Ça veut dire que ça doit se traduire politiquement dans les PLU, dans les documents de planification. Donc c'est construire la ville avec cette dimension marchandise qui a quand même souvent été un peu oubliée ou absente. Voilà. Et au-delà de cette question foncière, les acteurs publics sont des
initie le changement et accompagne ce changement. Si on prend l'exemple de Strasbourg, la mise en place de réglementations livraison qui ont anticipé la ZFE qui arrive, tout ça, c'est des signes qui sont donnés aux acteurs de la supply chain pour qu'ils changent leurs pratiques. Parce qu'en fait, pourquoi changer un système qui fonctionne comme ça depuis des années? Parce que ça a des impacts très forts. Chaque client, chacun des clients de la logistique urbaine fluviale, il va devoir s'interroger sur le fonctionnement de sa chaîne de transport, la gestion de la data, etc. Donc c'est des changements sur lesquels les entreprises, les opérateurs ont besoin de visibilité de long terme pour pouvoir s'y engager, et de la contrainte finalement qui est portée par les collectivités qui vient initier ce changement. Alors pour répondre enfin à votre question, finalement Céline a un peu répondu. Il y a la zone commerciale nord, c'est-à-dire la logistique urbaine fluviale, elle est pertinente à partir du moment où il y a des spots de consommation importants. Donc c'est à Strasbourg, c'est le centre-ville de Strasbourg et la zone commerciale nord. Ça, c'est pour les biens de consommation. Ensuite, il y a les aspects de logistique, je dirais, déchets, qui ont déjà été étudiés à Strasbourg. Et la logistique chantier aussi, qui est un enjeu important. ULS avait transporté des pavés pour la manufacture de tabac. On a des discussions qui sont en cours pour voir comment fluvialiser en fait l'approvisionnement des chantiers, alors à la fois avec la SPL de Rive, mais aussi avec le quartier Archipel au Wacken. Voilà, j'étais un peu long, excusez-moi. Bien, bon, mais c'était une question qui a été très riche et qu'on a vraiment explorée sur beaucoup de facettes. Donc nous allons maintenant passer à la troisième et dernière question qui devrait être un petit peu plus rapide et qui porte sur l'écologie industrielle et l'énergie. Donc alors l'énergie pratiquée de manière systémique, c'est la synergie au sens étymologique du terme. Il faudrait inventer aussi un mot pour de la matérialité, parce que toutes les matières aussi doivent être de plus en plus pensées en termes d'écosystèmes, de systèmes cohérents. Alors, on pourrait même aussi penser encore à d'autres domaines. Catherine Trautmann évoquait un moment le fait qu'on était aussi de plus en plus potentiellement un hub de data, puisqu'on est sur une des grandes autoroutes de l'information en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la syn-data à faire? Voilà, bref, donc toutes ces approches qu'on va dire écologiques au sens général du terme, comment est-ce que le port se replace là-dedans? Donc ma première question sera à Claire Merlin. Donc le port comme moteur de la transition énergétique et de ce coup précurseur, voire laboratoire de toutes ces formes d'écologie industrielle, mais surtout énergétique. Oui, absolument. Vous avez raison de dire que le port a été précurseur sur ce plan-là. Très clairement, la démarche clé dont on a parlé à plusieurs reprises depuis ce matin est remarquable et assez exemplaire. Moi qui arrive ici à Strasbourg et qui ai contribué à d'autres actions de ce type-là, j'ai été frappée par l'ampleur et par l'efficacité notamment du travail de l'ensemble des acteurs sur le territoire pour contribuer à cette démarche d'écologie industrielle. Donc c'est effectivement en 2013 quand ça a été lancé, ça n'existait pas. Donc quelques chiffres. Depuis le démarrage, c'est 5200 tonnes d'équivalent CO2 qui ont été évitées. C'est 5000 tonnes de déchets valorisés donc, par an, aussi bien dans les filières papier que dans les filières de méthanisation. Et c'est aussi la mise en place du réseau de chaleur, dont on a également parlé ce matin, qui, à terme, pourra chauffer l'équivalent de 35 000 logements. Donc, dans la réflexion qu'on avait ce matin sur le lien avec le territoire et notamment l'habitation, ça fait du port vraiment un acteur, et je partage complètement ce qui a été dit, de la décarbonation
Et effectivement, les ports aujourd'hui sont clairement des lieux qui doivent porter les transitions, et transition au sens large, hein, que ce soit énergétique, écologique, numérique. Ils ont ce rôle. Jean-Louis Gérôme, dans les entretiens, parlait beaucoup de rôle de facilitateur. Je partage complètement, et je pense qu'ils ont même un rôle de fédérateur, c'est-à-dire que typiquement demain on pense notre planification spatiale, eh bien, comment est-ce qu'on organise les terrains pour mettre 2 industriels à proximité et pour penser et anticiper, voir le coup d'après, sur comment est-ce qu'on peut récupérer de la chaleur fatale, par exemple. Et certainement qu'on n'est qu'au début de ces réflexions-là. Le fait que le port puisse jouer ce rôle central et mettre en lien les acteurs avec... et le GUP, je pense, a aussi un rôle très important à jouer, hein, dans cette démarche-là, et le joue évidemment aujourd'hui. Mais c'est bien cet ensemble-là qui permet, hein, de faciliter et de porter cette démarche-là. Donc élargir et approfondir, c'est la question qui a été posée. Approfondir, oui, évidemment. L'idée, c'est d'emmener avec nous le plus d'industriels possible. Et ça implique aussi de s'en donner les moyens, hein. Donc on a mis en place une filiale Airpass, hein, dans laquelle nous sommes actionnaires, qui participe à tout ça. Mais c'est aussi voir en termes d'infrastructure, enfin voilà, réfléchir à l'ensemble de ces sujets. Aujourd'hui, on le fait sur notre territoire, on est légitime, hein, sur l'ensemble du territoire portuaire. On partage volontiers notre savoir-faire sur ces questions-là. Il y a évidemment un rôle d'inspiration qu'on peut avoir et de partage des expériences avec l'ensemble des territoires et d'autres acteurs, évidemment. Voilà, merci. Très bien. Alors, on va pouvoir continuer cette discussion avec Céline Oresser pour voir quelle est la contribution possible de VNF et quelles sont les ambitions à la fois de VNF et du port comment dire, aller dans le sens de cette exigence d'écologie, donc de rationalisation et de coproduction des flux, des déchets, etc. Alors, on a l'habitude de dire qu'on est partenaire de la transition écologique des territoires, et des territoires, sous-entendus des collectivités, des entreprises et des hommes. Évidemment, sur la question alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vend rien, hein. On accompagne l'évolution des usages, les usagers et ces évolutions. Par contre, évidemment, sur la problématique de la transition énergétique, on est, j'ai envie de dire, avant même de travailler, enfin, on travaille évidemment, et j'y reviendrai, à la transition énergétique des flottes, mais on propose une alternative qui est d'abord un report modal. Là, en plus de tous les atouts, on utilise des canaux qui sont qui sont à côté souvent des autoroutes, où d'un côté il y a la congestion, de l'autre côté il y a largement des capacités de report modal. C'est déjà la première chose, et effectivement on contribue aussi à ce que nos marchandises ne soient pas dans les bouchons et à réduire l'accidentologie, dégager des espaces notamment en milieu urbain, pour faire autre chose, s'approprier autrement l'espace urbain en engageant le report modal. Sur la question de la transition énergétique, évidemment, de par notre implication à l'ensemble de notre territoire géographique, hein, qui va de Mulhouse à Lauterbourg, on accompagne l'ensemble des consortiums qui se structure actuellement sur l'hydrogène. On a un certain nombre on a un plan particulier qui est dédié à l'innovation dans les flottes. Et puis évidemment, alors à l'heure actuelle et de façon transitoire, on travaille à l'électrification des quais, des infrastructures. Ça va être plus pour le tourisme, plus sur les canaux finalement. Et évidemment, cette question-là, elle se pose, mais elle se pose en lien avec les ports, qui sont les premiers points d'attache. Aujourd'hui, on se ravitaille très peu finalement, hein, quand on fait un Rotterdam et qu'on descend, on se ravitaille à un port pour éventuellement remonter dans l'autre sens, avec le sens de navigation. Mais là, la question effectivement de la recharge en hydrogène et de comment, et on reboucle avec le propos introductif de Madame Merlin et Madame Trottmann sur la question finalement de ce corridor portuaire, de cette nécessaire structuration et des services qu'on est capable à apporter. Effectivement, on a besoin de travailler côte à côte pour proposer demain un corridor de rechargement, notamment en hydrogène.
Merci beaucoup. Peut-être une dernière. Il nous reste 5 minutes et on pourrait consacrer ces 5 minutes à la question des modèles à suivre en Europe. Et là, évidemment, je vais me tourner vers notre spécialiste Catherine Trottmann. Donc, y a-t-il des modèles à suivre en Europe et quels sont les atouts et les spécificités strasbourgeoises sur toutes ces thématiques de la transition énergétique et des matières? Alors, en Europe, aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont extrêmement intéressantes. D'abord, il y a eu, par exemple, à Anvers ou à Rotterdam, pour les ports maritimes, une sorte de phénomène de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire on disait on ne peut pas utiliser des carburants alternatifs parce qu'on n'a pas la clientèle, on n'a pas les bateaux. Aujourd'hui, on est en train d'aligner la mutation de la flotte, comme le disait à l'instant Céline Oresser-Oppenhauser, et on est en train d'aligner, je dirais, l'énergie avec les problématiques d'organisation de la chaîne logistique et de la chaîne de valeur. Parce que la chaîne logistique, c'est aussi une chaîne de valeur, et il faut évidemment que tout le monde y contribue et tout le monde en ait un retour. Or, la crainte des ports, c'est souvent d'être les derniers à récupérer, je dirais, de la plus-value par rapport à ceux qui transitent chez eux. Donc, il y a aujourd'hui une réflexion qui est l'économique, qui est digitale, qui est à la fois aussi sur l'innovation des bateaux et sur la simultanéité du déploiement. C'est-à-dire que les ports sont à la fois producteurs d'énergie, importateurs d'énergie. On peut prendre le cas d'Anvers, qui a une vision extrêmement intégrée entre ce qu'ils importent aujourd'hui comme hydrogène propre pour pouvoir avoir, disons, une fourniture d'hydrogène suffisante, mais en même temps, ils sont en train de voir avec les industriels comment ils vont avoir des utilisateurs de cet hydrogène, à la fois pour le transport, mais aussi pour la production, et comment eux-mêmes vont muter vers la production. Moi, ce que j'espérais, parce que je peux dire pourquoi on s'est retrouvé avec ces deux aspects. À l'époque, c'était la période de la crise, en 2008, et les entreprises menaçaient de partir à cause des coûts de transport et à cause du prix de l'énergie. Et ce que nous constations, quels sont les atouts de Strasbourg, c'est que l'ancienneté de l'expérience du réusage de la chaleur produite par l'usine d'incinération montrait que si nous n'avions pas eu, pour les entreprises, les 6 entreprises bénéficiaires, l'une ou l'autre aurait cessé d'avoir son activité sur le territoire. Donc je pense que la question énergétique est une question centrale. Et la mutualisation et l'expérience de la mutualisation nous a montré que, à force de chercher de la chaleur fatale, on pouvait en trouver. On a cherché de l'hydrogène aussi, d'ailleurs. Mais évidemment, ça n'est jamais suffisant. C'est la raison pour laquelle les meilleurs exemples sont ceux qui, à la fois, ont une démarche intégrée, déploiement de l'accès aux fuels alternatifs, aux énergies alternatives, production, articulation entre industrie et énergie, industrie et transport et logistique. Mais c'est aussi de bons exemples que j'ai rencontrés dans une initiative qui a été montée dans la Baltique avec, il y a aussi bien Berlin qu'il y a Tallinn, Helsinki. Alors Tallinn, Helsinki, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a le tourisme, il y a en même temps tous les objectifs qui sont extrêmement ambitieux de port vert. C'est en même temps transfrontalier, avec une interaction sur le bénéfice qui est clairement quantifiée. Et puis, il y a cette alliance qui a été créée autour des énergies alternatives. Donc ça, ce qu'on a appelé l'initiative BSR, Baltique, etc. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des exemples à méditer. Aujourd'hui, ce que je trouve sur le territoire national, alors que nous avons fait un effort, je dirais sur le transport, y compris pour les salariés. Il faut quand même dire qu'à l'époque, on a monté le PEPS. Certaines entreprises nous ont dit qu'elles redevenaient, alors il faut après recommencer et trouver d'autres choses, mais redevenaient attractives pour les salariés, pour l'embauche, parce qu'elles pouvaient offrir des solutions de déplacement. Ça va être de plus en plus vrai avec la ZFE. Donc il y a des atouts, il faut réfléchir, il faut chercher à tirer parti de la crise. Mais la crise va être terrible, à la fois sur le prix de l'énergie. Donc ceux qui auront la possibilité de savoir comment s'organiser pour en produire ou en récupérer une partie seront clairement avantagés. Les ports, de ce point de vue, ont un rôle primordial à jouer parce que c'est des territoires qui permettent de solidariser justement les besoins et la fourniture. Mais c'est en même temps aussi la dimension de l'activité, la dimension de l'emploi. Et
je voudrais terminer en disant que, au fond, l'atout d'un port comme Strasbourg, c'est d'être un port qui est à la fois fluvial et qui ouvre à la mer. C'est comme Bruxelles. Bruxelles, c'est un port fluvial et qui ouvre à la mer. Et donc, on part, Soprema, puisqu'on en parlait ce matin, part de Strasbourg avec son matériel et part en mer. Et donc, on a aujourd'hui à revoir, à reprendre cette solidarité aussi des ports. Aujourd'hui, on n'est plus dans une compétition, comme je l'ai connu à un moment donné, entre les ports maritimes et les ports d'Hinterland. On est dans une complémentarité des ports maritimes et des ports d'Hinterland. Il faut qu'en France, on arrive à aller un peu plus vite quand même pour arriver à redonner leur place aux ports et à faire en sorte que les ports soient des atouts et pas ces choses qu'on regarde comme des endroits et des territoires sales parce qu'il y a de l'industrie. Non. Lorsque on a eu ces problèmes ici, par exemple avec l'usine de pâte à papier, avec la protestation des riverains du quartier voisin, on a monté une initiative qui était celle qui est devenue finalement nationale. Les S3 pays, c'est né de ce conflit entre habitants et une industrie. Comment est-ce qu'on pouvait réduire la pollution atmosphérique? Comment est-ce qu'on pouvait réduire le bruit? Comment est-ce qu'on pouvait faire en sorte qu'il y ait, au fond, une acceptation réciproque? Tout va tenir dans la manière dont on répondra et dont le citoyen pourra prendre conscience qu'un port lui fournit aussi de l'énergie propre et l'aide à payer moins cher, ou en tout cas un prix abordable, on va voir, mais qu'en même temps, il contribue aussi à la qualité environnementale. Et je pense que le grand défi des ports, c'est d'articuler cette transition énergétique qui est première du point de vue de toutes nos activités, le coût du logement, le coût de la construction, le coût de l'activité humaine. Et puis c'est en même temps aussi, évidemment, un lieu qui peut rouvrir vers une perception écologique des activités installées sur le port. L'atout de Strasbourg, c'est d'avoir de la forêt rhénane sur son territoire. Bon, alors il a fallu composer. On parlait du foncier. Il y a du foncier portuaire qui, parce qu'il n'a pas été déboisé, n'est plus utilisable pour l'activité industrielle, ni pour l'activité logistique. Donc nous payons, je dirais, pour le caractère vert du port. Mais je pense qu'à long terme, pour la biodiversité, pour l'attractivité aussi, la capacité de pouvoir être un port industriel et un port vert, d'en faire qu'un seul, c'est certainement, je pense, une perspective première. Et j'espère que Strasbourg, qui devrait, je pense, être parmi les 100 villes, mais bon, ce ne sera pas le cas malheureusement, mais qui vont avoir d'ici 2030 la possibilité de démontrer leur capacité à assurer une transition dynamique, moi je suis pour les contraintes. Je suis pour les contraintes. Je pense qu'aujourd'hui, la contrepartie du financement européen, ça sera une contrainte, et la contrepartie d'un bénéfice sera une démarche partenariale et intégrée, de tous les aspects. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, ce moment qui va être un tournant avec la nouvelle réglementation européenne, qui va déployer beaucoup de moyens. Et par exemple, le traitement des déchets pourra être financé par le CEF, par le mécanisme d'interconnexion. Il y a beaucoup de financements qui vont pouvoir venir sur les gares de ferroutage, sur les terminaux complémentaires, sur la logistique propre et sur le déploiement des fuels alternatifs, de l'énergie alternative. Voilà quelles sont les perspectives. Je pense qu'il y aura des possibilités à nous de jouer et c'est un atout que Strasbourg peut relever. Merci beaucoup Catherine, merci à toutes et à tous. Et je crois qu'on a presque terminé dans les temps, ce qui est carrément miraculeux. Et comme on dit dans les grands colloques internationaux, we were the very last hurdle before the meal. So it's time now to proceed to... de nous diriger vers les ateliers éclairés. Je ne vous ferai pas la version allemande ni anglaise. Donc à la virgule, donc qui est toujours un territoire portuaire, nous allons juste traverser la route pour donc rendre aux ateliers éclairés où un déjeuner nous attend.